Bonjour, je vais essayer de vous faire partager aujourd'hui les quelques éléments d'une situation de crise sur ce que nous avons vécu. Je m'occupais des pneumatiques de compétition chez Michelin pendant un certain nombre d'années, mais on a vécu un moment extrêmement difficile lors du Grand Prix des États-Unis en Formule 1 en 2005. Alors, tout le monde n'est pas évidemment familier avec la Formule 1. C'est la formule la plus huppée techniquement et scientifiquement de la mobilité actuelle, de tout ce qui peut bouger, à la fois en matière de moteur, en matière de châssis, d'aérodynamique et bien sûr de pneumatique. Du moins pour autant qu'il y ait de la concurrence entre différents manufacturiers. Quand il n'y en a qu'un, c'est un peu moins drôle. Cette Formule 1 en question subit évidemment des évolutions. C'est très difficile de faire un règlement pour que les voitures restent compétitives parce qu'il y a énormément de pièces, à la fois bien sûr le moteur lui-même, ensuite le châssis, l'aérodynamique, les pneus. Il faut que les voitures soient compétitives parce qu'il y en a une qui domine tout le championnat de façon éhontée, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, personne n'a envie de passer du temps devant un téléviseur pour voir une voiture qui gagne d'habitude et à chaque fois. Donc les règlements sont compliqués. Pour ce qui est des pneumatiques, le président de la fédération, le président Mosley, a estimé à un moment donné que l'argent dépensé par les écuries pour développer les pneumatiques était trop lourd, trop important, ça aggravait leur budget. Alors c'est pas exact. C'est pas exact parce que la Formule 1 est riche, parce que beaucoup d'annonceurs sont prêts à utiliser la Formule 1 qui a un retentissement mondial grâce à Bernie Ecclestone et donc à avoir une situation qui est une situation relativement confortable au plan financier. Cela dit, c'était une démarche qui était peut-être un petit peu politique, peu importe, on a joué le jeu et on a fait une proposition au président en disant nous ne ferons plus de kilomètres d'essais spécifiques pour les pneumatiques et puis on peut réduire le nombre de pneus, nombre de types et le nombre de trains de pneus disponibles pour une course. On est passé donc d'une certaine liberté à une grosse contrainte qui était de dire c'est le même train de pneus physiquement répertorié par des systèmes informatiques un petit peu élaborés, barcodes, etc. C'est le même train de pneumatique qui va être sur la voiture pour les qualifications, donc qui définissent sa place sur la grille de départ, qui est très important, et puis qui va ensuite faire toute la course, qui est très nouveau parce que les années précédentes, eh bien, on changeait de pneus plusieurs fois pendant la course. Notre concurrent, on était deux manufacturiers en prise, notre concurrent japonais et nous-mêmes étions dans la même situation, c'est-à-dire que le règlement est sorti au mois d'octobre, il fallait qu'on se présente pour la première course en Australie avec des solutions pneumatiques qui devaient convenir. Première course, eh bien, Ferrari, qui utilisait des pneus de notre concurrent, et Michael Schumacher se retrouve 7e, alors qu'il dominait de façon éhontée les saisons précédentes. On dit c'est pas Ferrari qui a fait du mauvais travail, c'est pas Schumacher qui est fatigué ou qui n'est plus compétitif. Bridgestone s'est planté, ça arrive, voilà. Ils vont revenir aussitôt parce que ce sont des concurrents extrêmement compétitifs et qui ont beaucoup de moyens et de ressources et de compétences. La course d'après, pareil. Donc on se retrouve dans une situation où pour des raisons techniques pneumatiques, les écuries équipées de pneus Michelin dominent de façon permanente tous les grands prix de la saison 2005. Voilà le contexte. Et puis on arrive à ce Grand Prix des États-Unis où on est très heureux d'arriver. D'ailleurs c'était quelque temps après le 11 septembre. On procède à la mise en place, on commence les essais et pendant la première séance d'essai du vendredi matin, on a deux voitures qui tapent dans le mur. Alors on s'inquiète, c'est deux Toyota. Alors il arrive quelquefois qu'une voiture est la cause de l'accident parce qu'il y a une pièce qui touche pour des raisons diverses. Un peu compliqué, mais c'est la voiture qui est la cause de l'accident et là c'était deux Toyota. Donc on examine les voitures, on va voir nos amis de Toyota. Vous savez, systématiquement on avait établi auprès de nos partenaires, avec nos partenaires, une relation de confiance parce que il faut une honnêteté absolue dans ce genre de situation et de sport. Évidemment, si quelqu'un essaie de cacher quelque chose, ça se termine tout de suite très mal. Donc c'était pas du tout notre façon de travailler. On les voit, ils nous expliquent ce qui se passe, on regarde, et puis en même temps, évidemment, j'ai un de mes ingénieurs qui commence à attaquer les pneumatiques pour les ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui a bien pu se passer?
Et on se rend compte là que sur les 2 pneus qui avaient pété, on avait bien le sentiment que c'était bien un ennui pneumatique. Et puis on découvre aussi sur des pneumatiques d'autres voitures qui n'avaient pas pété, excusez l'expression, on découvre des signes de faiblesse évidents. Donc on a un problème pneumatique. Voilà une situation de crise. On équipe la majorité des équipes de Formule 1 et on est aux États-Unis, loin de nos bases, et on a des pneumatiques qui, semble-t-il, ne peuvent pas faire la course. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on procède à différentes évaluations. On a d'une part des usines et des laboratoires aux États-Unis, en Caroline du Sud, à Greenville. On a en même temps des laboratoires et évidemment à Clermont-Ferrand, qui est le centre de l'entreprise. Et on travaille, évidemment 24-24, vous imaginez, dans chacun de ces 2 endroits, en comparaison de pneumatiques avec d'autres, et puis en évaluation globale de ces pneus qui sont là. Il en restait qui est à Clermont, donc on pouvait le faire directement, on en a envoyé à Greenville, et il apparaît de plus en plus que les pneumatiques que nous avons avec nous aux États-Unis sont conformes à ce qu'on attendait, ils ne présentent pas de défauts, parce que dans tous les pneumatiques qu'on roule sur les machines à rouler, les performances sont correctes, elles sont dans les fourchettes qu'on attendait. On les compare aux pneus qui avaient gagné 15 jours avant à Barcelone, en Espagne, circuit très difficile, et on a des résultats tout à fait intéressants parce que ces pneus sont tout à fait comparables. Donc il apparaît qu'il y a quelque chose de spécifique à ce Grand Prix, à ce circuit d'Indianapolis, qui fait en sorte que les pneus dont nous disposons, dont Michelin dispose, que ce soit sur place, que ce soit, j'ai fait venir en temps masqué évidemment, des pneus qui restaient de Barcelone, qui était en Europe, j'ai fait venir avec un avion privé pour être sûr que si on découvrait que c'était l'autre pneu qu'on avait à Indianapolis qui n'était pas conforme, eh bien on aurait eu de quoi faire la course. Eh bien ce n'est pas le cas, on ne pouvait pas faire la course. Voilà la crise publique, 120 000 personnes qui avaient payé leur billet et qui étaient dans les tribunes, 120 000 Américains pas contents, je vous cache pas que ça fait désordre, et puis en même temps évidemment la presse, un événement de l'international de niveau mondial. Donc on est en situation très difficile. On a mis en place, pour être sûr qu'on ne passe à côté de rien, en toute ouverture et en toute transparence, évidemment une grande salle où j'avais mis les tables en U, avec tous nos partenaires, les ingénieurs en chef et autres d'ailleurs, de châssis de nos différents partenaires qui avaient leur place, qui venaient régulièrement nous voir toutes les heures ou toutes les 2 heures, et à qui on communiquait systématiquement tous les résultats qui étaient en notre possession. Parce que, pour qu'ils sachent, pour qu'ils suivent avec tout le déroulement des opérations, donc il n'y avait pas de crise interne parce qu'on avait tout ouvert, donc tout le monde savait ce qui se passait en temps réel, et puis aussi parce que comme ce sont des ingénieurs extrêmement brillants, ils pouvaient avoir des idées que nous n'aurions pas eues. On est devant la situation du dimanche matin, départ de la course. La seule possibilité pour que le Grand Prix ait lieu, il faut qu'on mette une chicane pour diminuer la vitesse des voitures sur l'endroit qui, à l'évidence, est l'endroit pénible pour les pneumatiques, pour le circuit d'Indianapolis. Il y a une file et puis on monte ensuite sur l'anneau avec une grosse montée sur l'anneau, gros appui sur les pneumatiques, grosse charge à la fois aérodynamique parce qu'on est quand même à 2,50, 2,80 et puis aussi avec une charge due au fait qu'on est sur une piste inclinée. Donc c'est là que ça se passait. Donc si on diminue la vitesse de montée à cet endroit-là, évidemment, on réglera le problème parce que les pneus sont bons. Non, on n'a pas de doute à ce sujet-là. Le président du circuit est présent, il dit je peux le faire, ça me prend 20 minutes. On réunit tous les responsables d'équipe, on réunit les pilotes aussi, tout le monde dit bon le président Mosley contacté par téléphone qui est à Monaco dit non, moi je veux pas qu'on change de circuit, il n'y a pas de raison. Si Michelin n'est pas capable de courir, tant pis. Bon, c'est une position un peu bizarre, qui est peut-être un peu soufflée par nos amis de Ferrari qui n'étaient pas déçus de voir que Michelin était en difficulté, puisque eux utilisaient des pneumatiques japonais. On se retrouve au moment du départ de la course, quelques demi-heures avant, avec le président du circuit dit je mets la chicane. Et il part mettre la chicane. En fait, tout s'apaise, toute la tension retombe un petit peu. On va faire la course, il y aura une chicane, il n'y aura pas de souci. Voilà. Parce qu'il est bien évident que la décision que nous avions prise en interne, communiquée et partagée par nos partenaires, c'était de dire s'il n'y a rien de changé, on ne court pas.
Parce qu'il est évident qu'on n'allait pas mettre plusieurs voitures dans le mur à 280 km/h. Monoplace, je précise. Quand c'est une grosse voiture de NASCAR, c'est un petit peu différent. La protection du pilote est extrême. En monoplace, certes, les voitures sont sûres, mais quand même, quand on tape à ces allures-là, ça fait quand même beaucoup de mal. Donc, c'est un risque que Michelin, confirmé par Edouard Michelin, que j'avais eu au téléphone, qui me dit, écoutez, votre décision me plaît bien, parce que, évidemment, on ne va pas prendre le risque sciemment, compte tenu des éléments que vous m'avez indiqués, on ne va pas prendre le risque de mettre des voitures dans le mur. C'est une certitude. Voilà. Donc on était dans cette situation-là d'espérer essayer de courir avec un circuit modifié, donc avec un risque inexistant du point de vue qu'on connaissait bien maintenant, qu'on avait bien identifié. Et puis au moment du départ de la course, les voitures font le tour de lancement pour se mettre sur la grille de départ, et là on se rend compte que les voitures, au lieu de prendre leur place sur la grille, eh bien elles rentrent au stand parce qu'il n'y a pas de chicane, la chicane n'a pas été mise en place. Alors, vous imaginez les 120 000 spectateurs en face, donc d'une crise interne, j'allais dire, qui pouvait se gérer, qui avait été gérée par la compétence, par le travail, par le partage des différents intervenants, celle-là avait été réglée. Et puis là, on se trouvait devant une deuxième crise qui était celle des spectateurs, de l'événement lui-même, qui allait être compromis parce que les voitures en Michelin, majoritaires, n'allaient pas courir. Bon, le Grand Prix a eu lieu. Départ donné de façon au drapeau, arrivée jugée au drapeau à damier, podium, hymne national, etc. Donc sur le papier, pour les 7 voitures qui ont participé à la course, le Grand Prix avait eu lieu, donc légalement, j'allais dire, Michelin n'avait pas à être tenu pour responsable du fait que le Grand Prix avait été tronqué, il avait eu lieu. Mais Edouard Michelin, dans un geste avec un bel effet de manche, a dit on ne peut pas faire ça à nos amis américains, on va leur rembourser les billets. Et Michelin a remboursé les billets aux Américains, ce qui a évidemment apaisé un petit peu, les gens n'étaient pas contents. Hein. Donc il y a eu, ça a râlé un peu, je ne cache pas que j'ai dû changer de numéro de téléphone portable quand même, parce que quand même il y a un petit peu de harcèlement nuit et jour, mais ça n'a pas duré, et finalement cette gestion des crises telle que Michelin l'avait gérée sur place, et d'une part en prévision, ensuite pendant l'événement, et finalement après ça, avec le geste d'Edouard Michelin, eh bien les conséquences ont été très faibles, à tel point qu'il m'avait envoyé au salon de Détroit qui avait lieu peu de temps après pour que je me fasse un petit peu incendier s'il fallait par des spectateurs américains qui auraient été déçus. Ils sont venus, quelques-uns, pas très nombreux d'ailleurs, et ça a été uniquement pour me dire ce que vous avez fait, c'était vraiment la bonne décision et vous avez pris une très bonne décision, bravo Michelin. Donc le troisième point de la crise qui est l'effet de la crise sur l'entreprise, cet aspect-là, non seulement il n'a pas eu d'image négative, mais peut-être même quelque part que ça a eu une image plutôt positive en général, parce que Michelin a eu le courage de prendre à bras-le-corps une situation donnée, qu'on a expliqué d'ailleurs, vous imaginez bien que à la presse, de façon immédiate, ça a été détaillé, expliqué, tout ce qu'on avait dit là, de toute façon ça n'était pas confidentiel, puisque on avait partagé avec l'ensemble des ingénieurs de la Formule 1, donc on savait très bien que c'était connu, on l'a réexpliqué encore, donc de ce point de vue-là, la transparence, je crois, a été un élément très important dans cette gestion de crise. Et je crois personnellement beaucoup à la transparence. Je vous remercie.